Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette salle blanche, propriété de la librairie Kléber. Je me présente, donc je suis Quentin Urban, directeur de l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit de Strasbourg, qui est à l'initiative de cette rencontre d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous avons appelé le festival de culture judiciaire Justice et Peuple. C'est le thème que nous avons retenu cette année. Cette rencontre donc s'inscrit dans une longue liste de rencontres et d'animations qui a débuté le 15 septembre, pas très loin d'ici, place Kléber, à la salle de l'Aubette. Aujourd'hui, donc, c'est une rencontre pour le moins originale parce que d'abord, nous sommes loin de la Chine. Et puis parce que nous allons évoquer ensemble le métier d'avocat en Chine. Et le métier d'avocat en Chine est une création récente qui est certainement très peu connue non seulement des Français, mais des magistrats et des avocats français. Et donc c'est une petite exploration culturelle à laquelle je vous invite. Une petite exploration culturelle qui nous a été rendue possible grâce au livre de Judith Bou, Les confessions de l'avocat de la bande des quatre et des dissidents chinois, les confessions de Maître Zhang. Alors, Judith Bou est sinologue, cela signifie qu'elle s'intéresse à la Chine, qu'elle comprend le chinois, qu'elle est capable d'échanger, qu'elle a donc été à la rencontre d'un personnage tout à fait étonnant. À la lecture de son livre, on s'en aperçoit. Et ce personnage, eh bien, s'est livré à elle. Je crois que ça a été des rencontres assez précieuses. Et ce personnage, c'est un avocat. C'est un avocat qui est parmi les premiers avocats à apparaître sur le devant de la scène à la fois judiciaire, politique et publique en Chine. Avocat qui a des caractéristiques tout à fait particulières, à la fois dans sa personnalité, mais aussi dans sa façon d'exercer le métier. Et les avocats ici présents seront sans doute intéressés de découvrir qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'exercer le métier d'avocat, mais qu'il existe des façons d'exercer le métier d'avocat aux antipodes de ce que nous connaissons. Ce livre donc trace le parcours professionnel de Maître Zhang. Et en cela, il va nous permettre non seulement de découvrir un homme exceptionnel, mais aussi de découvrir le processus de création du métier d'avocat en Chine. Processus de création du métier d'avocat qui s'est fait en particulier à l'occasion de procès de persécutés dans le sens de personnes qui se sont élevées contre l'oppression, contre les privations de liberté, et que Maître Zhang a été amené à défendre. Alors au cours de cette rencontre, eh bien, nous commencerons par peut-être évoquer les raisons qui ont conduit Judith Bou à s'intéresser à Maître Zhang. Elle nous racontera peut-être aussi la façon dont se sont ont évolué les échanges qu'elle a eus avec Maître Zhang. Et puis ensuite, bien évidemment, nous aurons l'occasion peut-être de rentrer un peu dans les détails de grands moments de l'activité professionnelle de Maître Zhang, à savoir le procès dit de la bande des quatre, qui a suivi le décès de Mao Tse-tung et le changement d'orientation de la ligne politique du Parti communiste chinois. Et deuxième étape importante, bien évidemment, c'est tout l'après Tiananmen, la révolte de Tiananmen de 1989, avec bien sûr les procès qui s'en sont suivis et la répression politique qui a accompagné ces procès. Et enfin, nous terminerons en évoquant la situation aujourd'hui de la justice en Chine et des conditions peut-être parfois difficiles de l'exercice du métier d'avocat. Mais tout d'abord, donc, je vais me tourner vers Judith Bou et l'interroger sur pourquoi et dans quelles circonstances a-t-elle été amenée à rencontrer Maître Zhang, et qu'est-ce qui a été le moment de déclic où vous avez pris la décision d'écrire un livre et d'enregistrer toutes ces conversations. Alors, c'est en grande partie dû au hasard et j'ai eu, à dire vrai, beaucoup de chance.
J'étais autrefois à la recherche d'informations de première main sur la peine de mort en Chine. Je me rendais donc régulièrement à Pékin et on m'avait conseillé de rencontrer un grand avocat dont je ne connaissais à l'époque que le nom, Zhang Sezhi. Ce que j'ai fait, je l'ai contacté, il a accepté de me rencontrer dans une brasserie. Il était attablé avec un de ses confrères, un de ses proches, qui s'appelle Li Huigang. Et pendant tout le repas, il a éludé mes questions consciencieusement et m'a renvoyé à la fin du repas aux études sur la poésie Tang, en me disant, tu sais, la justice, c'est vraiment pas drôle en Chine. Va donc, avec ton filet à papillon, parcourir la campagne et lire du Li Pai, et ça sera très bien comme ça. Donc la première rencontre avait été extrêmement déconcertante, mais il m'avait fait beaucoup rire. J'avais beaucoup apprécié cet homme-là qui ne se prenait pas au sérieux et qui m'avait à un moment tiré vers un petit coin du restaurant en me disant tu sais, il faut surtout pas croire ce que tu entends en Chine, Mao Tse-tung est un salaud. Bon, donc voilà, très bien. À chaque fois que je venais à Pékin, je le contactais et nous déjeunions ensemble en plaisantant gaiement. Donc c'était plus un ami qu'autre chose. Et un jour, c'était un séjour en 2008. L'atmosphère politique était assez tendue parce qu'un certain nombre d'intellectuels chinois avaient lancé ce qu'ils avaient appelé la charte 2008. Vous avez peut-être entendu parler, qui est une charte sur le modèle de la charte 1977, donc qui réclamait l'application des grandes libertés qui sont inscrites dans la constitution chinoise. Et Zhang Sezhi, je l'avais découvert, était le premier signataire de cette charte. Donc j'avais hésité à le contacter, je ne voulais pas le mettre en difficulté, parce que rencontrer des étrangers peut être considéré comme un acte hostile de la part du régime chinois. Et finalement, je l'avais contacté et je lui avais raconté mes aventures de chercheuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tentais de pénétrer dans un tribunal, on me fermait la porte au nez, on barricadait les salles, enfin c'était assez drôlatique. Je vous interromps juste un instant. Ces activités de recherche se faisaient dans quel cadre? À l'EH, pardon, à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez commencé à faire des études sur la peine de mort. Sur la peine de mort et puis sur la justice rendue par les tribunaux de second degré qui eux, ont le droit peuvent prononcer la peine de mort. La mort. Voilà. Et donc, ça signifie aussi que vous parliez très bien le chinois, ou dans tous les cas, l'échange se faisait en chinois, oui, pas en anglais, pas en français, tous nos échanges ont lieu en chinois. Et à la fin du repas, Li Huigang, dont je vous ai parlé au début, m'a dit « Mais Judith, tu devrais étudier plutôt le vieux bonhomme que tu as en face de toi. » Et j'ai commencé donc à faire des recherches un petit peu plus précises. Il y avait très peu de renseignements sur lui à l'époque. Et j'ai découvert qu'il était non seulement l'avocat d'un certain nombre de grandes victimes politiques de l'après 1989, mais aussi l'avocat de la bande des quatre, mais aussi l'avocat qui se trouvait, que ce soit en première ou en seconde ligne, derrière tous les grands procès politiques. Et on a commencé de cette manière-là à retracer son parcours à travers des échanges qui ont eu lieu pendant à peu près 3 ans et demi. Ah oui, donc effectivement, ça a été un travail de longue haleine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de son histoire personnelle, des moments importants de son enfance et comment progressivement il a été conduit à imaginer qu'il pourrait devenir avocat, ou quelles sont les circonstances, les moments clés? Alors, Zhang Sezhi n'a jamais imaginé qu'il deviendrait avocat. Zhang Sezhi est le fils d'un médecin, qui était lui-même fils de médecin. Il est né dans une famille relativement aisée, dans une grande province du centre de la Chine qui s'appelle le Henan. Très vite, il est né en 27, très vite il a dû fuir les bombardements japonais. Et sa famille s'est repliée à l'intérieur des terres, dans le centre, qui était encore sous le contrôle du régime du Kuomintang à l'époque, donc le régime nationaliste. Zhang Sezhi, comme tous les jeunes hommes de sa génération, voulait repousser le japonais hors de Chine, comme certains ici en France voulaient buter du Boche. C'était quelque chose de tout à fait viscéral.
Donc il s'est engagé dans l'armée nationale à l'époque, qui était une armée, je le précise, nationale, c'est-à-dire qu'il participait à la fois des troupes du régime du Kuomintang et des troupes du Parti communiste chinois, qui faisaient front commun contre l'envahisseur. Il en est ressorti complètement dégoûté par la corruption du régime du Kuomintang, et il a abandonné son idée première qui était celle d'être diplomate. Et son père l'a inscrit de force en faculté de droit. C'est comme ça qu'il a rencontré le droit. Il est monté à Pékin. Et à Pékin, il s'est retrouvé pris en 1948 dans les grandes manifestations étudiantes contre le régime du Kuomintang. Ces manifestations étudiantes étaient noyautées par le Parti communiste chinois et très vite, un peu sans le vouloir, dit-il, il a basculé dans le parti clandestin. Comme il était étudiant en droit, le Parti communiste lui a assigné pour tâche de participer à la prise en main du tribunal de Pékin en 1949, quand l'armée rouge est entrée dans Pékin. Et il a été très vite nommé juge. À cette époque-là, il avait à peine une vingtaine d'années. Enfin, il avait une vingtaine d'années, pardon. Il avait une vingtaine d'années et il avait étudié le droit 1 an et demi. Donc c'est une personnalité quand même exceptionnelle, parce qu'on a du mal à imaginer un étudiant en droit, après 1 année et demie, devenir responsable du tribunal révolutionnaire de Pékin à cet âge-là. Hein. Et donc, figure d'intellectuel peut-être aussi déjà, parce que se réfléchir déjà diplomate, se projeter dans un monde quand même très ouvert, alors que l'on est originaire du Hunan, donc une région relativement reculée, ça veut dire que... Comment vous l'avez ressenti, ce maître Zhang, aujourd'hui? C'est effectivement déjà quelqu'un qui vous apparaissait comme intellectuel réfléchissant ou... Alors, très, très jeune, il avait déjà... Oui. Effectivement, il avait déjà une personnalité d'intellectuel, mais il y a aussi chez lui ce qui ne paraît pas d'ailleurs au tribunal, mais cette... comment dire, c'est quelqu'un qui à la fois réfléchit, pense, mais qui agit selon des impulsions qui sont extrêmement fortes. Donc son engagement dans l'armée nationale à 16 ans, ce qui n'est quand même pas rien, surtout quand on connaît sa corpulence. Il est minuscule, il fait à peu près ma taille, hein, et il est et il est très chétif, il est extrêmement chétif. Son engagement après 1989 pour défendre des dissidents procède exactement du même ressort. Pour lui, il était impensable d'agir autrement. Même si c'était risqué, il devait le faire. Donc il y a quand même il oscille entre deux pôles. Hein. Il est à la fois extrêmement réfléchi et à la fois très instinctif, très impulsif. Donc à cette époque-là, il est déjà propulsé à la tête du tribunal révolutionnaire de Pékin. Et comment se poursuit alors son parcours? Alors, au tribunal de Pékin, c'est un élément intéressant parce que quand le Parti communiste prend Pékin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas à ce que moi je pensais, il ne fait pas table rase du passé. Absolument pas. Il laisse en place les anciens juges du Kuomintang. Tout doit se passer comme avant. Donc il y a une période de transition où les anciens juges du Kuomintang continuent d'instruire, de juger les affaires selon les règles de procédure qui étaient celles du Kuomintang et selon les textes de loi du Kuomintang, pourvu que soit respecté l'esprit des lois révolutionnaires. On se débrouille à peu près avec ça. Et c'est auprès de ces anciens juges du Kuomintang que Zhang Shiji apprend et comprend surtout l'importance de la procédure. Donc c'est quand même un élément de continuité, parce que la procédure, ensuite, dans les années qui suivront, sera considérée comme un obstacle au mouvement de la révolution. C'est quelque chose de trop rigide, la procédure. Mao Tse-tung n'en a jamais voulu. La première loi de procédure pénale apparaît en 1979 en Chine populaire. Il n'y en a pas eu avant. Il n'y avait pas non plus de loi pénale.
Il y avait des règlements, des circulaires, des discours de Mao Tse-tung, des citations auxquelles on pouvait se référer, mais il n'y avait pas de texte écrit. Alors comment le juge, sans texte écrit, sans loi pénale, va-t-il prononcer les sanctions, et comment Maître Zhang réussit à forger, disons, l'instrument institutionnel, le tribunal, s'il ne dispose pas de tous ces éléments? La raison, la justice immanente, comment raisonne-t-il alors? Alors, il y a tout de même des circulaires, et surtout, il faut bien le dire, il y a des injonctions très précises qui viennent des plus hautes autorités du parti à Pékin, c'est-à-dire le comité municipal du parti. Les juges n'ont pas de pouvoir de décision individuelle, c'est encore le cas en Chine. Une indépendance est reconnue, une autonomie, pardon, est reconnue aux tribunaux, mais à titre collectif. Le juge n'a pas d'autonomie individuelle. Donc les cas considérés les plus complexes sont discutés de manière collective. La décision est rendue par un comité qui, si vous voulez, est composé à la fois de magistrats, d'experts du droit, mais aussi de politiques. Ça reste le cas aujourd'hui. Et donc, Maître Zhang évolue dans cet univers, donc, pour nous très étrange. Et ensuite, on est tenté de vous dire, parce que là, il est dans un cadre plutôt de fonction judiciaire, magistrale, mais pas avocat. Il n'est pas encore avocat, il le devient en fait parce qu'il est déchu. Il perd la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et politiques, parce que les deux sont mêlés. Le président du tribunal est également le président de la cellule du parti. Donc il détient tous les pouvoirs, en réalité. Et Zhang Shiji, par infantilisme gauchiste, dit-il, a l'outrecuidance de dénoncer publiquement le goût immodéré du président du tribunal pour le mahjong et pour les femmes. Le président du tribunal lui en veut énormément après cet épisode et décide de le sanctionner. Et pour le sanctionner, il l'écarte du tribunal et Zhang Shiji est nommé avocat. Donc c'est une marque de défiance. Pourquoi est-ce que la profession d'avocat, qui est considérée comme si noble en France, est tant méprisée en Chine? Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il y a évidemment un préjugé marxiste. L'avocat, c'est celui qui défend des mauvais éléments. Parce qu'il défend des mauvais éléments, il est lui-même un mauvais élément, pour simplifier. Ce biais marxiste se renforce en Chine d'une prévention traditionnelle à l'égard des maîtres des plaintes. Les maîtres des plaintes étaient les seuls juristes privés que la Chine impériale connaissait. Il n'y avait pas de défenseurs. Il y avait des maîtres des plaintes qui aidaient les plaignants à rédiger leurs plaintes qui étaient adressées au tribunal, c'est-à-dire au yamen, l'endroit où le mandarin rendait la justice au nom de l'empereur. Ces maîtres des plaintes étaient suspectés d'attiser les conflits pour en tirer profit. Ils étaient l'objet d'une très forte réprobation morale, tant et si bien qu'ils ont été complètement interdits sous la dernière dynastie, celle des Qing. Donc il n'y a pas d'illustres prédécesseurs. Le métier d'avocat est en fait apparu dans les concessions, c'est une greffe occidentale, et il s'est développé dans quelques grandes villes sous la République chinoise. Et les communistes, arrivant au pouvoir, ont aboli le système judiciaire du Kuomintang, les avocats ont disparu. Alors pourquoi les avocats apparaissent en 1954 en Chine populaire? Parce que la Chine vient d'adopter une constitution qui est une constitution inspirée du modèle soviétique, et que dans cette constitution, on reconnaît le droit à la défense. On reconnaît le droit à la défense, il faut donc des avocats. Mais on s'en méfie déjà. Donc les avocats sont institués à titre expérimental seulement. On ouvre quelques bureaux dans quelques grandes villes, c'est-à-dire Pékin, Shanghai, Tianjin, Wuhan. Et pour officier dans ces fonctions, on prend les personnes qui sont considérées comme de bons juristes, mais politiquement peu fiables. Et on leur demande de défendre des mauvais éléments, mais seulement les mauvais éléments. C'est-à-dire que les contre-révolutionnaires, par exemple, n'ont pas le droit à être défendus, parce qu'eux se sont délibérément exclus du grand tout. Donc il y a une toute petite portion en fait, de personnes qui peuvent être défendues.
donc seulement les mauvais éléments, c'est-à-dire par exemple un vol simple. Et surtout, ce sont seulement des personnes qui passent par le processus judiciaire. Or, en Chine, dans ces années-là, l'essentiel de la justice n'est pas rendu au tribunal, elle est rendue à l'extérieur par des militants lors des grands mouvements politiques qui sont lancés régulièrement par le Parti communiste chinois pour épurer la Chine de ses ennemis intérieurs. Et ces personnes-là, qui sont jugées donc, par les militants du parti, par les activistes, échappent complètement au processus judiciaire. D'accord. Et donc une partie des gens qui échappent donc à ce processus judiciaire se retrouvent en camp de travail, en camp de rééducation, sans avoir eu la possibilité d'être assistés par un avocat. Alors, donc, ils ne sont pas encore en camp de travail, parce que le camp de travail date de 1957, la rééducation par le travail date de 1957. Non, dans les premières années, bien souvent, ils sont exécutés. Ah, même exécutés, d'accord. Et Maître Zhang, donc, lui, n'est pas concerné par ce processus parajudiciaire. Lui s'inscrit dans l'apparition donc, de la mécanique judiciaire avec comme point de départ donc, la Constitution de 1954. Comment arrive-t-il à évoluer dans ce cadre relativement réduit, puisqu'on a un peu l'impression qu'il est assis sur un strapontin, là. Il est assis sur un strapontin et même sur... Il saute très, très, très vite parce qu'en fait, il est nommé avocat en 1956. Et en 1957, débute le mouvement anti-droitier. Et il a eu le temps de plaider une affaire et demie avant d'être envoyé en camp de rééducation par le travail. Une affaire et demie. Donc ça s'est interrompu en cours. Une affaire de vol, pour l'affaire complète qu'il a pu mener, une affaire de vol qui a été jugée au tribunal parce qu'une délégation... je crois de Yougoslaves, était en visite à Pékin et qu'on voulait montrer aux Yougoslaves comment était rendue la justice en Chine. Donc il a été appelé, on lui a dit il faut que tu viennes demain au tribunal, on va tenir un procès pour montrer aux Yougoslaves comment on rend la justice en Chine. Donc ça c'est l'affaire complète qu'il a pu plaider, une affaire de vol simple. Et la demi-affaire, c'était une affaire de divorce. Et ensuite, il a été accusé de déviance droitiste. Et il est parti à la rééducation par le travail dans la campagne environnant Pékin. Voilà, donc c'est une expérience extrêmement réduite. Ce qui est pour lui un motif d'amusement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens en Chine lui disent « mais tu es un des seuls avocats de la première génération, tu es le plus ancien, le plus grand ». Et il répond « mais comment ça, j'ai plaidé une affaire et demie ?» Quelle expérience voulez-vous Et là, que j'en ai tiré? On pourrait imaginer que quelque part, écœuré par ce qui lui est arrivé, il va renoncer à exercer le métier d'avocat, surtout que ce temps d'éloignement dure assez longtemps. Hein. Oui, alors il est resté 15 ans en camp de rééducation par le 15 ans en camp de rééducation, donc ça travail. Peut calmer les appétits. Oui, de 30 à 45 ans, et quand il en ressort... ce qu'il veut, c'est ne plus jamais subir d'ennuis politiques. Donc son idée, c'est d'élever des ports, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et qu'on ne pourra plus jamais lui reprocher de déviance. Il se trouve qu'on a besoin de lui à l'époque, parce qu'il n'y a plus de personnes cultivées, lettrées, puisque toute éducation a été suspendue durant la Révolution culturelle. On a besoin de lui dans un lycée. Donc il devient professeur de chinois dans un lycée de Pékin. Puis, et c'est là où il y a un basculement, Deng Xiaoping, Mao Zedong est mort en 1976. Deng Xiaoping, en 1978... Qui est premier ministre Deng Xiaoping, oui non, pas encore. Non, pas encore. Deng Xiaoping réussit à reprendre définitivement, on va dire, les rênes du Parti communiste chinois et relance, on va dire, l'ancien programme du Premier ministre Zhou Enlai qui s'appelle les 4 modernisations. Pour relancer ce programme, il a besoin du droit. Donc le droit qui avait été complètement rejeté par Mao Tse-tung revient.
en hâte, l'Assemblée nationale populaire adopte en fait des avant-projets qui avaient été élaborés pendant les années 50. Et le parti ouvre tous les dossiers des personnes qui avaient été envoyées en rééducation par le travail, en école de cadre, éloignées à la campagne. Réhabilite toutes ces personnes-là, qui étaient donc tombées en disgrâce, et on leur dit, tu étais juriste, tu vas redevenir juriste. On a besoin de toi maintenant. Et donc Jang Seo-je est convoqué au comité municipal du parti, et on lui tient ce discours. Tu étais juriste, tu redeviens juriste, et d'ailleurs on a besoin de toi parce qu'on va juger des gardes rouges, donc des grands noms, Kwai Da-fu, Han Hai-ting, c'était des grands noms parmi les gardes rouges. On a besoin de toi pour les juger. Et là, Jang refuse. Il dit, écoutez, vous ne m'avez même pas consulté, moi j'ai absolument pas envie de redevenir juge, j'étais avocat, je redeviendrai avocat. C'est comme ça qu'il redevient avocat. Donc là, il y a une manifestation d'une marque de personnalité assez forte, parce que j'imagine que dans ces espaces collectifs, la part de décision individuelle est relativement réduite par rapport à ce qu'on impose sur le plan collectif, et c'est une marque de résistance, oui, qui va faire basculer le reste de sa vie, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il réussit donc à s'en... Enfin, on lui demande à ce moment-là d'intervenir pour la bande des quatre. Alors, c'est un petit peu postérieur. C'est un peu postérieur. C'est un peu postérieur. Donc, imaginez-vous, en 1979, il y a 20 avocats pour tout Pékin. Hein. Donc, c'est quand même un nombre extrêmement réduit. Quelques milliers à peine d'avocats pour toute la Chine. Et le parti prépare un grand procès qui doit être un procès historique, qui doit clore la révolution culturelle. C'est celui de la bande des quatre. Donc la bande des quatre, c'était la veuve de Mao Tse-tung, Jiang Xing, et ses trois acolytes, on va dire, du groupe central de la révolution culturelle, qui avait en fait pris le pouvoir durant la révolution culturelle à la place du parti, qui avait complètement noyauté le parti pendant la révolution culturelle. Ces personnes-là, qui étaient autrefois les plus hautes personnalités du parti, sont désormais cataloguées contre-révolutionnaires, et elles doivent être jugées, et elles doivent être jugées dans les formes. C'est le choix de la nouvelle direction. Juger dans les formes, ça veut dire organiser un procès. Ça veut dire qu'on ne passera pas par la séance de lutte. La séance de lutte, c'était durant la révolution culturelle, je pense que vous avez tous vu des images, ces séances qui étaient organisées en public, dans des lieux plus ou moins grands. Ça pouvait être la place du village, ça pouvait être un stade, ça pouvait être un coin de rue. Et on demandait à la personne, qui portait parfois des écriteaux, c'est un folklore assez macabre, hein, des écriteaux avec écrit, je ne sais pas, affreux droitier, routier du capitalisme ou carrément contre-révolutionnaire, d'avouer leurs crimes. On leur demandait d'avouer leurs crimes et c'était le seul moment où ils avaient droit à la parole. Deng Xiaoping veut en finir avec cette violence et veut désormais canaliser la justice. Il veut que la justice soit rendue par des experts et que l'État, parti, parce que les deux ne sont pas dissociés, détiennent seul le monopole de la violence. Donc on va organiser un procès. Ce procès doit être exemplaire. Il doit marquer le retour de l'État parti en Chine. Pour que ce procès soit exemplaire, on décide de donner aux accusés, ce qui est une très grande nouveauté, le droit à la parole. Donc premièrement, les accusés auront le droit de parler pour autre chose que prononcer des aveux. Ils ont le droit de parler, mais ils ont aussi le droit que quelqu'un parle à leur place. Donc on va avoir besoin d'avocats. Problème, il y a très peu d'avocats à l'époque. Comment va-t-on faire ? Le parti, parce que c'est toujours le parti, cherche à nommer des avocats, enfin des grandes personnalités. Donc au début, ne se tourne pas vraiment vers les avocats professionnels. Il se tourne plutôt vers les professeurs de droit. Et grande stupeur, tout le monde refuse. Personne ne veut défendre la bande des quatre. Défendre la bande des quatre, c'est comme défendre Hitler. Hein. C'est à peu près la même chose. Chaque famille chinoise a souffert de la révolution culturelle. C'est défendre l'indéfendable. C'est défendre l'indéfendable, et puis surtout, c'est s'exposer au risque de commettre une faute politique, puisque tout le monde sait qu'ils vont être condamnés.
Donc, de toute façon, à quoi cela sert? Et si on commence à vraiment les défendre, le parti pourra vous le reprocher. Donc, tous les grands personnages se défilent. Pas moi, je ne veux pas défendre la bande des 4. Et Zhang Shiji, parce qu'il est un avocat professionnel, estime qu'il doit montrer l'exemple et montrer que tout le monde a le droit à être défendu, y compris les contre-révolutionnaires. Il réussit à réunir autour de lui une petite équipe de gens qui sont tous des experts du droit. Il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là, puisque de 1958 à 1978, il n'y a pas eu d'enseignement du droit du tout en Chine. Et pendant ce procès-là, qui est vraiment un procès fondateur, les avocats, grâce à leur expertise, vont réussir à faire la preuve de leur utilité. Comment vont-ils faire la preuve de leur utilité? C'est en montrant au parti, qui veut un procès exemplaire, qu'il ne peut pas condamner ces personnalités célèbres pour des faits qui sont juridiquement infondés. La démonstration ne va pas avoir lieu au tribunal. La démonstration, elle passe en fait par des notes qui sont renvoyées au comité directeur du procès, qui est une petite cellule que le parti a créée, qui rassemble les fonctions de poursuite, instruction, poursuite et jugement, que le parti donc a créé pour chapeauter le procès. Et c'est en réussissant en fait à convaincre le comité directeur que les avocats vont obtenir la suppression de chefs d'accusation. Voilà, donc grand moment important qui se déroule de façon tout à fait inhabituelle pour nous occidentaux, qui n'est pas un moment d'échange oral où le public va assister à un échange d'arguments et de contre-arguments, mais c'est le support écrit, et ce sont des délibérations pour l'essentiel secrètes qui vont déterminer le sort de ces accusés qui vont tous être condamnés à mort ou à de très graves peines, si mes souvenirs sont bons, très lourdes peines. Aucun n'est condamné à mort. Certains sont condamnés à la peine de mort assortie d'un sursis de 2 ans, ce qui équivaut en fait, dans les faits, à une détention à perpétuité. Alors là aussi, ce qui est intéressant dans votre récit du parcours de Maître Zhang, c'est qu'il dit « j'ai perdu tous mes procès. J'ai perdu tous mes procès et malgré tout, je n'ai jamais gagné un procès, ce qui pour un avocat quand même n'est pas forcément une carte de visite tout à fait exemplaire, mais il poursuit et effectivement, quelques années plus tard, donc surviennent les événements de Tiananmen. Donc Tiananmen, c'est cette vaste répression face à une demande de liberté, de démocratie, de libération de parole, et là à nouveau, il va avoir l'occasion d'exercer son métier tel que nous l'imaginons, mais ceci dit avec des moyens et des circonstances tout à fait exceptionnelles que vous allez peut-être nous rappeler. Alors je commenterai peut-être plus tard cette phrase « j'ai perdu tous mes procès » parce que Zhang Shiji le revendique presque. On va dire que c'est un motif de fierté chez lui. Après Tiananmen, oui, la situation, le personnel de Zhang Shiji se renverse. D'abord, il est soumis à une enquête interne du parti. On l'empêche d'enseigner, on lui interdit d'enseigner. Il ne peut plus publier. En revanche, on le laisse être avocat, ce qui montre toujours que la profession est très mal considérée en Chine. Tu n'as plus le droit d'enseigner, tu ne peux plus être professeur, tu ne peux plus publier, mais en revanche, avocat, si tu veux, tu peux aller parler au tribunal, tout le monde s'en fiche. Donc ça, c'est quand même un premier point. Et en fait, donc, survient les événements de Tiananmen et les procès qui s'en suivent, et lui va être sollicité à nouveau pour intervenir. Voilà, et donc, il est sollicité pour défendre un sociologue, un jeune sociologue qui s'appelle Wang Tuntao, qui était un jeune homme très brillant dans les années 80, qui avait un grand ascendant sur les étudiants. Et il se trouve que ce jeune homme a été appelé par une instance du parti qui s'appelle le département du Front Uni, pour intervenir sur la place et essayer essayer de négocier avec les étudiants leur retrait de la place. Donc Wang Tuntao est intervenu sur la place à la demande du Parti communiste, qui le lui reproche 2 années plus tard en l'accusant d'être un contre-révolutionnaire. On l'accuse très exactement d'avoir été une main noire, c'est-à-dire une éminence grise.
Jang Seo-jo, au début, quand on le sollicite pour défendre Hwang Tuntao, dit « Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis vraiment pas le plus expérimenté. » Et c'est vrai, en fait. À part le procès de la bande des 4, il a très peu plaidé. Durant les années 80, il s'est efforcé d'abord de former les avocats avec le peu qu'il savait de cette profession. Donc il a sillonné les universités pour expliquer qu'un avocat, il était là pour défendre son client. Il n'était pas là pour soutenir l'accusation. Alors ça peut paraître bête, mais c'était un peu ça. Il a donc donné énormément de cours. Il a créé la première revue professionnelle des avocats chinois, qu'il concevait comme un lieu d'échange, un lieu de formation. Donc il commence par refuser en disant « Écoutez, je ne suis pas très expérimenté, je vais vous renvoyer vers d'autres gens qui sauront faire ça bien mieux que moi. » Et tout le monde refuse, évidemment, parce que c'est une atmosphère, on est dans une atmosphère de répression, personne n'ose parler, personne n'ose même plus prononcer le mot 4 juin. Donc il y va, parce que pour lui c'est inconcevable que personne n'ose défendre Hwang Tuntao. Et là, contrairement à ce qui s'était passé pour la bande des 4, où il avait finalement réussi à gagner une place pour les avocats avec le soutien du parti, en l'occurrence du comité directeur, il est seul. Il est seul et il n'a absolument pas le soutien du parti. Et donc on lui fait 1000 difficultés. Comment lui fait-on des difficultés? Ça commence extrêmement vite. Il est suivi par des agents de la sécurité publique qui saisissent le matériel d'enregistrement parce qu'ils s'efforcent de récolter des témoignages. On le convoque à une réunion où on lui explique que les faits sont établis, que la culpabilité de Hwang Tuntao est prouvée et qu'il n'aura pas le droit de plaider non coupable. C'est quand même un petit peu difficile pour un avocat. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Jang Seo-jo se demande qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois dire que Hwang Tuntao est innocent et le prouver par A plus B, et à ce moment-là, je risque moi-même d'être jeté en prison? Ou est-ce que je ne dois rien, est-ce que je dois rester silencieux? Est-ce que je dois rester silencieux? Donc, à ce moment-là, il va trouver une solution médiane qui consiste à dire sans dire, c'est-à-dire qu'il va prendre l'acte d'accusation de Hwang Tuntao, retenir chaque charge et décortiquer chacune de ces charges en montrant que telle citation a été tronquée, que tel fait a été mal interprété à l'appui de témoignages, tout en laissant au juge le soin de tirer la conclusion. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne dira Hwang Tuntao est innocent, mais il le démontre. Le procès est extrêmement court, hein. Je crois qu'il dure 1h30 dans mon souvenir, même pas. Il dure 1h30. Les juges suspendent 5 minutes, reviennent et lisent la condamnation qui est strictement identique, caractère pour caractère, à l'acte d'accusation. Donc Jang Seo-jo sort du tribunal, il est complètement effondré, il se réfugie dans un hôtel et il sanglote, il se sent complètement impuissant. Et il s'en veut beaucoup parce qu'il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire, à savoir que Hwang Tuntao était innocent. Et de cette expérience, c'est vraiment une expérience fondatrice pour lui. Il en est ressorti l'envie de poursuivre son combat, tout en sachant que les procès auxquels il participerait seraient perdus d'avance, parce qu'en général, la condamnation, elle n'est pas prise au tribunal, elle est prise en haut pour ces grands procès politiques. Mais avec l'envie, alors il utilise plusieurs images pour ça, que les juges grincent des dents. Voilà. Il a envie de jouer le rôle d'aiguillon. C'est-à-dire son but, c'est de démontrer aux juges qu'en droit, la condamnation qu'ils vont prononcer ne tient pas. Ce qui est intéressant, je vous interromps juste un instant, dans notre exercice du métier d'avocat, bien souvent il revient une expression pour désigner le rôle de l'avocat, c'est le grain de sable dans la mécanique.
Mais là, on a le pendant de cette image, puisque Maître Zhang dit les juges doivent grincer les dents quand effectivement les avocats interviennent. Donc on peut imaginer qu'ils grincent des dents parce qu'ils ont peut-être du sable entre les dents. Hein. Oui. Voilà. Donc là, on retrouve, même si les modes d'exercice sont très différents, et même si bien évidemment les obstacles sont beaucoup plus importants, une similitude avec l'exercice de la profession d'avocat en Occident. Et malgré cette déconvenue, il persiste, ou c'est le moment déjà de la retraite qui s'annonce? Non, il persiste. Il a plaidé, je ne vais pas vous citer tous les noms parce que c'est un peu long, mais non, il a continué à plaider dans des grands procès. Il a formé des jeunes avocats, ça c'est très important, parce que beaucoup de jeunes avocats, plus jeunes en tout cas que lui, d'aujourd'hui, qui sont davantage connus que lui d'ailleurs, ont été formés par Zhang Shizhi. Et il s'est efforcé de transmettre. Donc, il a publié un recueil de ses plaidoiries assez rapidement, en 1999, à Taïwan. Le livre ne peut évidemment pas paraître en Chine. Donc voilà, il y a tout un effort de transmission. Et lors des dernières rencontres que vous avez eues pour évoquer la fin de son parcours professionnel, quel regard portait-il sur l'ensemble de sa carrière? Vous nous avez dit que vous réserviez un commentaire sur cette formule qu'il a que vous évoquez dans l'introduction, qui est « J'ai perdu tous mes procès ». Je pense que Zhang Shizhi est à la fois conscient du rôle qu'il a tenu dans la construction de la justice en Chine, parce que effectivement, s'il a perdu ses procès, il a quand même, durant ses procès, commencé de construire une doctrine, c'est-à-dire de montrer que quand une constitution garantit la liberté d'expression, cette liberté d'expression, elle n'est pas accordée seulement à titre collectif aux émanations du parti. Elle peut s'exprimer à titre individuel. Donc des choses qui pour nous sont tout à fait évidentes, mais qui ne le sont pas en Chine. Donc voilà, il sait à la fois qu'il a fait beaucoup pour la justice de son pays, peut-être pour la future justice de son pays, et à la fois il pense n'en avoir jamais fait assez. Par exemple, il se reproche de ne pas avoir écrit une belle plaidoirie pour la veuve de Mao Tse-tung, Jiang Qing. Je sais que les avocats français au barreau de Paris, on l'a souvent dit, rappellent souvent l'épisode de cet avocat qui a écrit durant une nuit la plaidoirie de Marie-Antoinette. Il aurait aimé avoir le courage d'en faire de même. Et alors là, pour terminer, avant de laisser la parole à la salle et des questions émerger, si aujourd'hui il fallait en quelques mots dresser un petit tableau de l'exercice de la profession d'avocat en Chine, est-ce que l'on a aussi cette impression d'étriqué, de réduit, de peau de chagrin qui accompagne quand même le récit de toutes ces batailles livrées par Maître Zhang? Alors, la profession d'avocat s'est beaucoup développée depuis le début des années 1980. En 2011, les avocats chinois ont passé la barre des 200 000. Sur ces 200 000 personnes, beaucoup se tournent très vite vers le droit des affaires. Pourquoi? C'est beaucoup plus juteux, évidemment, et puis c'est beaucoup moins risqué. Je crois, les statistiques, le chiffre m'échappe, mais les avocats sont présents dans moins de 50% des procès pénaux. Il n'y a pas d'avocat du tout. L'exercice de la profession d'avocat en Chine est assez singulier. D'abord, les avocats n'ont pas le monopole de la défense, premièrement. C'est-à-dire qu'une personne, un proche, une personne de l'unité de travail peut défendre un suspect, un prévenu. Ensuite, la profession d'avocat est strictement contrôlée par le ministère de la Justice et ses services déconcentrés. Chaque année, la licence d'exercice des avocats est révisée par un bureau de la justice qui peut suspendre ou retirer la carte d'un avocat. Si celui-ci a outrepassé les limites, et ces limites on ne sait jamais très bien où elles sont en Chine, il perd la possibilité d'exercer.
Par ailleurs, les avocats chinois ont des prérogatives qui sont assez limitées. Leur intervention se limite, pour faire simple, à la phase de jugement. La loi, depuis 2004, leur reconnaît le droit de rencontrer librement leurs clients, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ce droit d'entretien est conditionné. Donc, par exemple, si c'est une atteinte à la sécurité de l'État, un agent de la sécurité publique peut assister à un entretien. Donc, les services de la sécurité publique, c'est-à-dire la police, invoquent souvent une atteinte à la sécurité de l'État. Ils ont beaucoup de mal à accéder aux pièces, aux dossiers judiciaires. Et puis, ils sont souvent intimidés. Dans des circonstances qui sont extrêmement courantes. Par exemple, Jang Seo-je est intervenu pour soutenir un jeune avocat, et ça, c'est son dernier rôle, et j'aurais dû en parler avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait vraiment figure de porte-parole des avocats et de défenseur des avocats. En 2006, il est intervenu parce qu'un jeune avocat, qui s'appelle Wang Ling, qui à l'époque avait 26 ans, a été étranglé par un juge à Tianjin. Ah oui, non, mais c'est... a été étranglé par un juge donc, du tribunal de Tianjin qui refusait en fait d'accepter, le juge refusait de recevoir l'avocat. L'avocat insistait, Wang Ling a insisté, et donc le juge lui a sauté au cou et a commencé à l'étrangler. Bon, voilà. Donc il arrive régulièrement à Jang Seo-je d'intervenir pour soutenir des avocats en difficulté. Donc ça, c'est un épisode. Mais en avril 2014, un avocat qui est plus célèbre en France, qui s'appelle Pu Jo-seong, que Jang Seo-je a entièrement formé, a été arrêté. Et c'est Jang Seo-je, à 87 ans, qui le défend. Donc une personnalité vraiment hors du commun, parce que exercer le métier d'avocat à 87 ans, bon, même au barreau de Strasbourg, je pense qu'on a quelques avocats anciens, mais quand même pas en exercice à 87 ans. Bien, merci Judith. On va peut-être choisir maintenant d'ouvrir la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des commentaires à faire sur ce que vient de nous évoquer Judith Bou avec précision et passion et intérêt? Cédric. C'est temporaire ou est-ce qu'ils peuvent la récupérer ou est-ce qu'à partir du moment où la licence a été enlevée, c'est terminé? Alors il y a deux cas, la suspension est temporaire et le retrait est définitif. Voilà, c'est arrivé par exemple en 2008 à un groupe de jeunes avocats qui demandait une élection directe des représentants de l'association des avocats. Qui n'est pas l'équivalent du barreau, hein. C'est l'organisation professionnelle des avocats en Chine, ça s'appelle l'association des avocats. Ils demandaient en fait une élection donc, directe du président de l'association locale des avocats, et parce qu'ils demandaient une élection directe, ils ont été sanctionnés, on leur a retiré, on leur a retiré leur licence. Ouais. Et cette organisation professionnelle, elle est dépendante de l'État, donc ce sont des gens qui sont nommés. Ah bah c'est un régime, c'est un régime communiste, donc c'est une émanation du parti, c'est une organisation de masse avec un secrétaire général du parti. Et juste encore deux petites questions. Après, vous aviez dit qu'il a publié à Taipei ou à Taïwan un recueil doctrinal, etc. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, d'après ce que dit, il plaidait en droit. Il mettait en contradiction le fait qu'il existe théoriquement des textes, à commencer par une constitution, et ensuite il pointait. Est-ce que ça a été traduit en anglais ou comme ça oui, alors en anglais... Enfin, sinon, on verra par la suite. Oui, mais ça a été traduit, a priori. Tout n'a pas été traduit. Des extraits ont été traduits en anglais. Et encore une chose, alors, quand vous parliez, on peut supposer qu'actuellement, les procès politiques, c'est un peu toujours encore la même chose, enfin la même manière, c'est-à-dire qu'on connaît l'issue au début, mais vous parliez du droit des affaires. Est-ce qu'on entend souvent, quand il y a des firmes occidentales qui veulent protéger, par exemple, des droits à la marque, etc., puisque la contrefaçon, c'est aussi
très difficile. En fait, les affaires sont perdues, entre guillemets aussi, plus ou moins d'avance. On peut espérer que ça s'améliorera. Mais les avocats d'affaires, disons, chinois qui plaident, ils plaident quoi pour des entreprises contre d'autres? Est-ce que là, on peut concevoir que ça se passe à peu près comme ici, c'est-à-dire que, alors évidemment, s'ils plaident contre l'État ou contre des, je ne sais pas, à supposer que ce soit possible, évidemment, c'est pas gagné d'avance, mais pour le droit des affaires, vous disiez, il a plaidé aussi un divorce, est-ce que ça, ce sont des choses dans lesquelles le rôle de l'avocat disons, ça constitue une plus-value, ou ça amène quelque chose, ou tout est pipé d'avance aussi en droit des affaires, en droit de la famille, etc. Non, en droit civil, c'est quand même... non. Oui. Non, mais les dés sont moins pipés, et en droit des affaires, ça l'est encore moins, parce que là, il y a des intérêts économiques en jeu. Quoi qu'on ait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Danone contre son partenaire chinois Waha. Danone a perdu. Bon. On a vu des décisions qui, pour nous, occidentaux, sont contraires au droit, mais sur ce plan-là, celui du droit des affaires, les Chinois sont beaucoup plus prudents. Voilà, pour des intérêts économiques, pour des questions économiques tout à fait évidentes. Oui, ça interroge, enfin je me permets de prendre quelques instants la parole, ça interroge quand même beaucoup sur la fonction de la justice dans la régulation des relations sociales. Parce que aujourd'hui, si notre société est pour partie pacifiée, c'est justement parce que la justice permet de régler un certain nombre de litiges, de conflits entre citoyens, permet aussi de réguler la paix sociale parce qu'elle sanctionne les déviants, et permet aussi de réguler les relations sociales parce qu'on peut aujourd'hui obtenir la condamnation de l'État. On a l'impression à votre récit que toute cette mécanique de régulation est en partie grippée par l'intervention de l'État, d'une police politique. Est-ce qu'on est à l'exactitude d'un tableau où l'idée de justice serait évacuée, ou est-ce qu'il y a un peu de justice et un peu de place pour les avocats? Je serais plus optimiste. Je serais plus optimiste que ça. Je pense que la conscience du droit et des droits en Chine progresse. Elle progresse très nettement. Il faut quand même se figurer qu'en 30 ans, la Chine s'est réapproprié le droit. Un droit qui n'existait pas avant 1978. En matière... c'est très net, par exemple... alors, il y a D'abord, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. La place de la justice en Chine est en train de s'agrandir. Il y a plein de mécanismes extrajudiciaires en Chine. Il y a un système qui est très connu en Chine, qui s'appelle le système des lettres et des visites, qui permet à chaque citoyen, normalement, de déposer une plainte. On est dans de l'extrajudiciaire. On peut déposer une plainte aussi au tribunal, mais qui sera traité par le tribunal comme ressortant du système des lettres et visites et pas ressortant du système judiciaire. Donc ça, c'est un système déjà de régulation qui existe, mais qui est hors du cadre judiciaire. En Chine, on utilise aussi énormément la médiation par les comités de quartier, qui sont les citoyens modèles chargés de la régulation sociale dans un quartier. Avec le concours d'un avocat, par non. exemple ? Non, ça se fait de gré à gré. Pour ce qui est du droit, le droit est devenu un nouvel outil, ou en tout cas un langage qui permet aux avocats et aux citoyens qu'ils représentent de revendiquer des droits. Depuis 2004, on assiste en Chine, 2003-2004, on assiste en Chine à ce qu'on appelle le mouvement de protection des droits. Ce mouvement-là est né à la suite d'une affaire. Donc l'affaire était la suivante, c'est un jeune designer, 20-25 ans je crois, qui a été arrêté à Canton parce qu'il ne détenait pas un permis de résidence de canton. En Chine, il existe une sorte de passeport intérieur, c'est un permis de résidence qui vous attache à un lieu. Quand vous ne possédez pas ce permis de résidence, vous n'avez pas le droit de résider dans cette ville-là, ou si vous y résidez, vous pouvez être arrêté et envoyé dans un centre de détention. C'est ce qui est arrivé à ce jeune migrant qui s'appelait Sun Zhegang. Il a été battu dans le centre de détention par ses codétenus. Ses parents
ses parents ont commencé par faire ce que font tous les Chinois, c'est-à-dire qu'ils sont allés se plaindre à l'administration des lettres et visites extrajudiciaires. À l'administration des lettres et visites, on leur a dit, on vous conseille, ils sont tombés sur un type qui était plutôt bien, qui leur a conseillé de s'adresser à une grande revue de droit. La grande revue de droit a contacté des juristes à Pékin. Les juristes à Pékin se sont mobilisés, ont fait équipe avec des journalistes, l'affaire est montée, et ils ont réussi à obtenir la suppression, l'abrogation du système de détention et de rapatriement, donc plus de centres de détention. Cette affaire a marqué un tournant, parce que les juristes se sont rendus compte qu'à travers un cas, on peut obtenir une avancée. Ils ont obtenu cette avancée, j'aurais dû le dire, en s'appuyant sur la Constitution qui garantit la liberté de circulation. Donc ils se sont aperçus qu'en prenant appui sur un cas individuel, particulier, on pouvait obtenir des avancées juridiques. Et depuis ce moment-là, les avocats utilisent cette technique-là pour obtenir des nouveaux droits sociaux, pour obtenir des nouvelles libertés. D'autres questions éventuellement? D'autres... Monsieur. On peut espérer qu'à Taïwan, il y ait une justice et un droit assez différents. Comme il y a pas mal de relations, au moins économiques et probablement politiques, plus développées, qu'on nous le dit, entre ces deux États, est-ce que vous considérez que le droit à Taïwan a une influence sur ce qui va se faire en Chine, ou c'est totalement hermétique? Alors, le droit à Taïwan est très évolué. Taïwan est une démocratie. La transition démocratique s'est effectuée en 1988 avec la levée de la loi martiale. Donc on a un droit qui est beaucoup plus proche du nôtre. Les contacts entre les avocats taïwanais et continentaux existent, mais tout ça est clandestin pour l'instant. Voilà, tout ça est clandestin, mais il y a des échanges. Il y a des échanges et je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus, mais il est certain que Taïwan est un modèle pour la Chine. C'est un modèle pour les avocats et c'est aussi un contre-modèle pour le régime qui se méfie. Parce que les avocats taïwanais ont joué un grand rôle dans la démocratisation de l'île. Les caciques du parti le savent et surveillent de près les avocats continentaux pour cette raison-là. En fait, vous avez dit que... j'arrive pas à prononcer son nom, mais... c'est Chang comme Chang dans Tintin et Lotus Bleu. D'accord. Chang avait en fait été dans les universités pour parler du métier d'avocat et notamment insister sur le fait que c'est pour la défense et pas l'inverse. Et donc moi, ça m'a marqué parce que j'aimerais savoir comment est-ce que dans la tête des gens, on peut penser l'avocat autrement, c'est-à-dire comment... En fait, ça a été... Parce que l'invention de l'avocat, c'est justement pour la défense. Donc, comment ça se fait qu'il ait eu à préciser la chose, en fait? Si vous pouvez répondre à la question. Alors, avocat, le terme qui a été choisi en chinois pour le traduire, d'abord, c'est assez significatif, c'est luche. Luche, ça veut dire expert du droit. Alors que le terme avocat, si je me souviens bien, ça vient du latin, et c'est quelqu'un qui vient aider, qui est là pour aider, pour soutenir. Donc l'avocat, c'est d'abord un expert du droit. Pourquoi il est conçu davantage comme un conseiller technique pour éviter à la cour de commettre des impairs. Parce que autant l'avocat est un expert juridique, autant le juge ne l'est pas. Beaucoup de juges en Chine, ça change en ce moment, ça change, mais sont nommés pour leur fiabilité politique. Donc on retrouve dans les tribunaux énormément d'anciens militaires, par exemple. Donc ils sont davantage là pour éviter à la cour de commettre un impair que d'aider, de soutenir leurs clients. Zhang le raconte assez bien. Il est intervenu dans quelques affaires en seconde instance
a découvert dans la plaidoirie, dans les conclusions écrites du procès de première instance, des annotations d'avocats qui étaient les suivantes. Ce type-là ne mérite pas d'être défendu, point. Voilà. Donc l'idée de la défense, n'est pas inscrite, puis surtout il n'y a pas de tradition de défense en Chine. Il n'y a pas de figure à laquelle ils peuvent se raccrocher. Si vous voulez, l'image de l'avocat en Chine, le seul lien qu'on puisse faire, c'est l'image du redresseur du tort, c'est-à-dire du chevalier, des vertes forêts, qui se réfugie dans les montagnes parce que l'empereur est félon, parce que l'empereur est tyrannique, et qui recrée un royaume de justice. Ça, c'est au bord de l'eau, c'est les brigands d'au bord de l'eau. Sinon, il y a un juge qui s'appelle le juge Pao, qui rétablit la justice, mais il n'y a pas d'image du défenseur. C'est toujours le redresseur de tort qui intervient après coup. Voilà. D'après le tableau que vous venez de dresser, la justice pénale est quasi inexistante, presque. Je m'interrogeais sur l'attrait des investisseurs vers la Chine, malgré ces garanties juridiques qui laissent à désirer. Merci. Alors, la justice pénale n'est pas inexistante. On ne peut pas dire ça, parce que, j'y insiste encore, il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, il n'y avait même pas de procès. Maintenant, il y a des procès. Il y a des procès. Les accusés, lorsqu'ils paraissent au tribunal, ne sont plus battus physiquement. Pendant les séances de lutte, ils étaient battus. Donc le cadre est quand même beaucoup plus pacifié. C'est un progrès, on ne peut pas le nier, c'est un progrès. Il y a des lois, il y a une procédure. Alors certes, les dés sont souvent pipés, mais certaines personnes, grâce à leurs avocats, surtout aujourd'hui, ça c'est une évolution récente, parviennent à obtenir des sentences qui sont plus légères que celles dont ils auraient dû écoper. Voilà. Ça, c'est une première chose. L'attrait des investisseurs, c'est une autre question. C'est un marché d'1 milliard de personnes, mais en tout cas, s'il y a des avocats dans la salle, je dois le dire, les avocats étrangers n'ont pas le droit de plaider en Chine. Pas au pénal, ils sont confinés dans des fonctions de conseil. Parce qu'il y a des cabinets français ou italiens. Alors, il y a des cabinets étrangers, mais seulement en droit des affaires, et ils sont confinés dans des fonctions de conseil. Ouais. Donc pour eux, le marché chinois est relativement fermé. D'autres interrogations? Bien écoutez, je crois qu'on va terminer cette rencontre riche. Oui, pardon. Par rapport à ce que disait monsieur par rapport à Taïwan, est-ce que Hong Kong, il y a aussi une possibilité, ils ont un système un peu particulier, ou est-ce que ça a été entièrement normalisé après 97 quand ça a été rattaché à la Chine? Non, Hong Kong a un statut tout à fait autonome. Même judiciairement? Oui, même judiciairement. Voilà, merci à tous. Je crois qu'on peut applaudir. Merci pour ce voyage à la fois intellectuel, professionnel, géographique, qui nous est précieux. C'est une petite porte qui nous a été ouverte sur un monde qui nous semble bien étrange, mais qu'on a envie de découvrir un peu plus. Merci Juliette Bou de vous être déplacée jusqu'à nous à Strasbourg.